Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Parlement européen pour un nouveau numéro spécial du Bar de l'Europe, un numéro maxi de près d'une heure pour tenter de prédire l'avenir, car 2019 est l'année de toutes les incertitudes. Avec le Brexit, on est en plein brouillard et les élections européennes de mai prochain risquent de créer des surprises. Seule certitude, les citoyens européens manifestent de plus en plus leur mécontentement, que ce soit dans les urnes ou dans la rue. Voici le Bar de l'Europe, version maxi. Et je vous présente ma camarade de jeu, Esmeralda Labi, qui sera à mes côtés tout au long de cette émission. Alors Esmeralda, est-ce qu'on peut parler de réveil citoyen? C'est à cette question que l'on va tenter de répondre dans cette émission. On voit bien en France les gilets jaunes, en Belgique, ces jeunes qui manifestent pour le climat tous les jeudis, qui secouent la classe politique. Mais il n'y a pas que les jeunes qui ruent dans les brancards. Effectivement, il y a un réveil citoyen de 7 à 77 ans. La preuve avec ce collectif belge pour le moins original, le gang des vieux en colère. Plus de 3000 membres pour qui action et engagement riment avec solidarité et humour. Rien d'agressif, rien de violent, mais des occupations d'espace qui ne laissent personne indifférent. Nous avons rencontré un gangster senior. Rencontre avec Mirko Popovic, un vieux en colère. Alors Mirko Popovic, bonjour. Vous êtes membre du gang des vieux en colère. Pourquoi vous êtes en colère? Nous sommes en colère souriant, je dirais, mais ferme. Parce que l'avenir de ceux qui vont nous succéder, donc les jeunes qui nous entourent, n'est pas radieux. Parce que le système du futur, pour les pensions, pour l'environnement d'accueil de ces personnes âgées, qui représentent quand même 2 millions de personnes en Belgique aujourd'hui, 2 millions. Eh bien, dans ces 2 millions, il y en a 10% qui, déjà aujourd'hui, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, avec les changements imaginés et prévus de politique, de loi sur la retraite et autres, on s'inquiète très fort. Donc, on ne travaille pas pour nous, c'est pour ceux qui nous suivent. C'est pour ça que vous vous appelez le gang, parce que ça peut avoir une connotation, j'ai envie de dire, violente, agressive. Vous avez des actions violentes, vous vous dites violent? Violent, je dirais psychologiquement, ça doit secouer quelques petits patrons et petits gérants de multinationales installés en Belgique, puisque de temps à autre, de manière impromptue, je dirais, sans prévenir personne, nous occupons des lieux phares de l'économie mondialisée. On va donner des exemples et des marques, hein, pour une fois on peut... On va dormir dans les lits d'Ikea en pyjama, avec pantoufles et pyjamas, et on va se coucher dans les lits, puisqu'ils sont là et que les vieux, il y a des homes et des lieux où des vieux ne peuvent même plus dormir dans des bons lits, donc il faut autant aller dormir chez Ikea puisqu'ils ne payent pas d'impôts. Donc juste retour des choses. Donc c'est ça la violence de nos actions. Il y a Apple, McDo, allez, on les cite Apple, aussi. Là, c'est autre chose. Là, comme ils ne payent pas d'impôts chez nous, ni en France, ni en Europe en général, ils ne payent pas d'impôts. Parce que ceci, parce que cela, parce qu'ils ont des statuts particuliers. Donc on a gonflé des ballons avec l'euro dessus, et on a des pommes Apple qui mangent les dollars. Donc ce sont Mais quand on arrive en masse, c'est-à-dire 30, 40, 60, 80, dans un lieu en souriant et énergie des derniers vieux, je dirais, actifs... Comme ce fut le cas chez McDo, par exemple. Voilà, c'est ça. Aussi, Ça occupe l'espace. On se fait très rapidement virer, mais sans violence non plus, parce que c'est des vieux d'abord. Donc on n'a plus rien à perdre. Mais c'est un gang, parce que l'humour est très important, la dérision. Parce que là, on nous prend au sérieux parce qu'on fait les cons. Quand on arrive des mamas, des grands-mères, des grands-pères colorés, déguisés, qui arrivent avec un instrument de musique ou simplement en chantant la petite gaïole, en changeant les paroles. Le message passe mieux. Oui, tout à fait. Mais c'est de la désobéissance civile. Elle est nécessaire pour vous? Indispensable. Ouais. Et on fait référence à tous ceux qui ont désobéi depuis les temps, on pourrait dire de la Shoah aux lanceurs d'alerte. Les désobéissants civils ont à un moment réveillé l'esprit.
Et ça, c'est du sérieux. Alors, évidemment, la police est toujours très embêtée avec nous. Parce que, d'abord, on ne touche pas aux vieux. On ne brutalise pas les vieux. On ne peut pas, c'est un peu sacré. Donc il y a le côté sacré, mettons-les au musée, mais non, ils sont là. Mais ça veut dire aussi, alors quelque part, que le système démocratique actuel, il vous convient plus, il ne fonctionne plus, que ce soit en Belgique ou en Europe? Nous avons encore de la chance, on a encore un système démocratique qui nous permet d'agir comme ça. C'est clair qu'on ne pourrait pas faire ça dans d'autres pays. Mais c'est justement, il faut le défendre. Et le défendre, c'est d'abord les acquis de la démocratie. C'est quoi? C'est justement cette justice sociale, ce partage social, cet équilibre social, cet équilibre fiscal que nous revendiquons. Quand nous nous attaquons, entre guillemets, joyeusement, gaiement, à McDonald's, à Ikea et à d'autres, Apple, c'est la justice fiscale que nous réclamons. Pourquoi il y a des gens qui échappent à la fiscalité et d'autres ici, un petit lieu ou l'autre, sont obligés de payer des impôts et vivre tout le temps menacés par leur futur, sans s'en rendre compte vraiment, parce que c'est trop tôt. Et comment ceux qui ont des accidents de la vie, les accidents, c'est soit des accidents historiques, je veux dire, les déplacés, quand on voit les gens dans les rues, etc., mais dans des homes, il faut aller en province, il y a des homes, c'est terrible, ils n'ont même plus accès à la culture, qui est un droit humain fondamental. Ils n'ont plus accès à bouger, à voyager, à découvrir. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à leur âge, et à un moment, le vieux, il y a une carapace autour. Hein. Alors, il y a vous, votre gang des vieux en colère, je pense aux Gilets jaunes, il y a les Jeunes pour le climat. On sent une espèce de réveil citoyen ou de rébellion citoyenne? Oh, c'est un peu les deux. Hein. On est dans une phase où tout d'un coup, la mondialisation, c'est toujours elle. Pour nous, c'est vraiment cette économie qui échappe à tout, et même au pouvoir de nos politiques locaux, ils n'ont plus la puissance ou la faculté de répondre à cette espèce d'envahissement, ce virus. Donc, pour nous, c'est évident qu'il faut les climats, les gilets jaunes, avec toutes leurs qualités, leurs défauts, font partie d'une même rébellion, c'est clair. Mais ça peut être que de pire en pire. Vous vous rendez compte que, même si on parle du Nord-Sud, parce que parlons de l'Europe, on est quand même dans un monde magnifique, mais le Sud qui monte tout doucement chez nous, qui est aux portes, avec des rejets, etc., beaucoup de vieux là-dedans, des futurs vieux aussi. Hein. Il y a des jeunes, mais c'est des futurs vieux. Que vont devenir tous ces gens? Que vont devenir tous ces... Donc ça veut dire qu'il faut aussi penser que la solidarité, c'est le mot, l'être humain est solidaire. C'est un animal qui vit en collectif. Mais alors, ce que vous voulez ici, via vos actions, quoi, c'est secouer les politiques, mais est-ce qu'ils ont encore réellement du pouvoir, ces politiques? C'est la question, évidemment, entre guillemets, avec respect, les petits ministres belges n'ont plus grand-chose à dire seuls, mais l'Europe, par exemple, et ces difficultés de dialogue entre eux, c'est fondamental. Donc si c'est fondamental, les élections européennes, pour nous, deviennent plus importantes qu'il y a 30 ans, 40 ans, on pensait que c'était plus folklorique. C'est plus folklorique aujourd'hui. C'est l'Europe, sans doute, la solution. Enfin, en Europe, c'est l'Europe la solution au climat, aux vieux, à la migration et tout. La Belgique ne peut plus faire grand-chose. Elle est coincée, elle peut aménager. Et ce qu'il faut faire, par contre, c'est bloquer des initiatives comme notre ministre des Pensions, mais en France, c'est la même chose, qui pense récompensons ceux qui, job, qui travaillent le plus, qui ont vraiment accumulé des petites richesses. On n'est pas dans La Fontaine, dans les fables de La Fontaine ici. C'est pas la cigale et la fourmi. C'est sans arrêt pour nous et pour la majorité des populations, du climat, de l'immigration, des syndicats, tout, c'est solidarité, solidarité, solidarité. En face de job, économie, économie, économie. Justement, vous parlez de l'Europe, de l'importance de l'Europe. Pour les citoyens, la façon de s'exprimer au niveau européen, c'est d'aller voter. On l'a vu, il y a eu quelques exemples, notamment en Italie, où ce sont les populistes qui sont arrivés au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque là derrière? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça inquiète très fort. Et ce qui est inquiétant, parallèlement, je dirais, c'est au niveau européen. Il y a eu une élection il n'y a pas longtemps, enfin, un vote il n'y a pas longtemps sur les lobbies. Vous vous rendez compte que les lobbies, c'est quoi? C'est la représentation de ce qu'on dénonce aussi. Il y a sans doute des lobbies très généreux et très positifs, mais la plupart des lobbies, c'est quoi? C'est pour défendre des intérêts économiques particuliers. Que ce soit pour les McDonald's, les Apple, tout ce qu'on peut imaginer,
c'est défendre des intérêts particuliers et faire pression. Comment se fait-il qu'au Parlement européen, heureusement, le vote a été en faveur d'un minimum de contrôle des lobbies, mais c'était à 4 voix près sur 600 ou 700 voix. Vous vous rendez compte ce qui a inquiété? Nous, dans nos réunions, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça devrait être 80%, 90% de ces députés. Donc ça veut dire que on se pose des questions sur le politique. Est-ce qu'il a pas seulement la capacité de lutter contre cette économie virale, ce cancer économique, mais est-ce qu'il a, au niveau européen, mais est-ce qu'il en a envie? Comment se fait-il que ce soit ça? Donc on ne comprend pas là. Et c'est pas seulement nous. On en a parlé avec les gens qui s'occupent des Gilets jaunes. On se rencontre dans les manifestations à côté, on discute de tout ça. Et cette espèce presque d'abstinence politique nous inquiète très fort. Donc on attend de mai des gens qui vont quand même assumer de manière ferme et plus avancée des revendications sur les grands esprits, liberté, égalité, fraternité, ces belles idées de la Révolution française. Vous, en tout cas, c'est l'action que vous prenez. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup, en tout cas. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et je vous présente Jean-Marie Cavada. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen dans le groupe Démocratie libérale et on se souvient que dans une autre vie, vous avez été journaliste vedette à la télévision française, présentateur dans les années 80-90 d'une émission mythique, La Marche du siècle. Alors, vous venez d'entendre ce membre du gang des vieux en colère qui réclame davantage de justice fiscale. C'est aussi une des revendications phares des Gilets jaunes. Vous reconnaissez qu'il y a un problème avec ces grands groupes, Apple, Ikea, McDo, qui font ce qu'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale? Non seulement je le reconnais, mais je le combats depuis longtemps avec une efficacité moyenne d'ailleurs, comme ce monsieur qui a beau s'appeler Monsieur Popovitch, qui est, vous le savez, un nom de, comment dirais-je, de piste de cirque. Ce monsieur dit des choses extrêmement sensées. Franchement, il n'y a rien à retirer de mon point de vue dans ce qu'il dit. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit deux choses. L'absence de solidarité, c'en est une. Mais il dit aussi l'impuissance relative des gouvernants à combattre les grands monopoles mondiaux. Et c'est exactement ma bataille à propos des GAFA, c'est-à-dire des gens qui, pour la plupart du temps, prennent à vil prix ou volent des contenus qu'ils n'ont pas achetés selon les lois normales du commerce. Donc GAFA, c'est les Google, c'est-à-dire Apple, Google, Apple, Facebook, Amazon et on pourrait ajouter Microsoft. Ils ne payent pas au juste prix selon les lois du commerce ce qu'ils utilisent pour gagner leur vie, et Dieu sait qu'ils la gagnent, quand on voit les 13-14 milliards de bénéfices annuels que les 2 ou 3 premiers d'ailleurs sortent de leur exercice annuel. Deuxièmement, ce sont des réseaux qui sont insécurisés parce que ils se réfugient, ces GAFA, derrière l'idée qu'ils ne sont que des agrégateurs. Mais agréger des contenus, leur donner un ordre, c'est déjà faire une mise en page de journal. Donc je veux, moi, que dans la prochaine législature, les députés reconnaissent et imposent sur le territoire européen le statut d'éditeur à toutes les plateformes. Et troisième chose, enfin, qui ne payent pas leurs impôts là où ils font leurs bénéfices, qui les payent en Irlande avec une évasion fiscale extravagante. Et donc ce monsieur a tout à fait raison. Il y a deux défauts, au fond, que l'Europe n'a pas résolus depuis maintenant presque 25 ans. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il me semble que les 2 mandats du président de la Commission, Barroso, ont été assez nuisibles. Il n'a pas mis assez de force, Barroso, pour combattre cette affaire. Les 2 choses, c'est l'absence de justice sociale. On n'a pas fait un socle social pour l'ensemble des pays membres. Il aurait fallu. Et la deuxième chose, c'est l'évasion fiscale. C'est-à-dire qu'il faut faire un serpent fiscal où tout ne sera jamais égal. Si vous êtes américain, dans le Delaware, vous ne payez pas d'impôts ou très peu. En Californie ou dans le Vermont, vous en payez. Donc on ne sera jamais tous égaux. Et c'est peut-être pas utile d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut une limite à cette chose-là pour que nous ayons tous une fiscalité comparable. Elle ne l'est pas. Alors vous parlez, il y a 2 choses très intéressantes, les lobbies et l'évasion fiscale. Est-ce que l'Europe, elle n'a pas été trop laxiste avec ces multinationales? Parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes qui le disent. Pour de nombreux citoyens européens, il y a 2 poids, 2 mesures.
Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, dans ma déclaration d'impôt, si je veux faire un peu d'optimisation fiscale, j'y arrive pas, c'est pas possible. Et moi non plus, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce serait Ça très me rassure. imprudent. Ah, c'est pas ma nature, ce serait très imprudent, parce que quand on est en vue, et vous l'êtes sans doute aussi, vous savez très bien que, et puis il n'y a aucune raison de faire ce genre de tripatouillage. Et moi, je pense que vous avez raison. La première chose qu'il faut dire, c'est que les grands lobbies mondiaux ont capturé les pouvoirs politiques le plus possible en les cernant, en les attaquant. Dans la lutte contre les GAFA que je mène, et je ne suis pas le seul, depuis maintenant presque une dizaine d'années, et enfin depuis 2 ans, depuis que la Commission nous a donné un texte pour réguler le droit d'auteur, il faut voir ce dont on a été victime. C'est un tel scandale que ces gens, on ne devrait plus avoir confiance en eux. Or, leur commerce, il est basé sur la confiance. On doit saper la confiance pour les amener à récipiscence, à un commerce normal, à un respect normal. Ils ont cerné les pouvoirs politiques. Et votre M. Popovitch le dit avec beaucoup de bon sens. Il dit, les pauvres ministres, ben oui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de pouvoir dans les gouvernements. Ça, c'est une chose. Et Mirko Popovitch évoquait aussi le vote ici au Parlement européen sur la transparence concernant les lobbies. Un texte a été voté pour plus de transparence, notamment sur les relations entre les députés européens et les lobbies. Et ce texte a été vraiment voté sur le fil. C'est pas choquant, ça? Au ras de la moustache, bah, si, non seulement c'est choquant, mais c'est bien l'expression de, comment dirais-je, d'une diminutio capacis, c'est-à-dire que d'une perte de pouvoir des députés dans la mesure où on ne gagne que les batailles que l'on engage. Or, on se couche beaucoup, parfois, dans un Parlement, parce qu'on fait confiance aux rapporteurs. Ces sujets sont souvent techniques. Quand vous votez un sujet d'une autre commission, ben, vous faites confiance aux rapporteurs de votre groupe dans cette commission. Mais les influences des lobbies se jouent aussi sur les groupes politiques. Ils se jouent à la commission, ils se jouent au Conseil. On le voit tous les jours. Il y a des menaces. On est venu nous menacer ici. À Strasbourg, en octobre, après que la plénière ait voté un mandat sur le droit d'auteur et que donc la procédure interinstitutionnelle devait être fermée et réduite aux 3 institutions, n'a-t-on pas vu, invité par le rapporteur du texte, qui est quand même fort de café, n'a-t-on pas vu la directrice générale de YouTube venir faire sa publicité? C'est comme si moi, patron d'un grand groupe, j'allais m'installer au Conseil des ministres français ou belges, au Conseil des ministres, pour défendre mes positions et que je ne les laissais pas délibérer tranquillement. Donc ça atteint des excès qu'il faut maintenant punir, ou en tout cas, il faut faire un barrage absolu aux influences extérieures à partir d'un certain seuil. Vous parlez presque comme un gilet jaune. Est-ce que vous comprenez ce malaise qui est exprimé par ces gilets jaunes? C'est un malaise sérieux, selon vous? Bon, je vois qu'il y a du jaune partout, il y en a même ici. Bon, mais objectivement, la maladie de la démocratie, l'affaiblissement de la démocratie, elle est partout en Europe. C'est d'ailleurs une très mauvaise nouvelle. Parce que les gilets jaunes, ou quelle que soit la couleur de ces gilets, ou la nature des revendications, il faut savoir, comme disait Churchill, que la démocratie, c'est la pire des choses, à l'exception de toutes les autres. Et je veux dire par là qu'une démocratie qui n'est pas représentative, elle n'a aucune chance d'aboutir, si ce n'est à l'anarchie. Alors il faut contrôler cette démocratie. Il faut que les instruments de contrôle soient impérieux. Ça, c'est vrai. Et il faudra donc tirer la leçon de ces mouvements. Mais c'est vrai, partout en Europe, les partis traditionnels d'alternance, qu'on va dire vers la droite ou vers la gauche, sont tellement affaiblis aujourd'hui que les peuples sont en train de reprendre en main des exigences que les politiques n'ont pas eu le courage de faire aboutir. C'est plus de démocratie que vous demandez alors? C'est pas plus de démocratie, car nous avons parfois jusqu'à l'excès de la démocratie. C'est plus de courage dans la démocratie. Il faut savoir être impopulaire. De même que je dis que parfois, les leaders politiques ont pour devoir de conduire les peuples, et les peuples n'ont pas toujours raison, ils se trompent parfois, les peuples. C'est les leaders qui doivent les amener dans le juste droit fil du bien public et de l'avenir, notamment des jeunes générations. Jean-Marie Cavada, vous restez avec nous. Vous savez qu'en Belgique, cela fait plusieurs mois que des jeunes manifestent dans la rue toutes les semaines pour réclamer une politique climatique plus ambitieuse, un réveil citoyen auquel s'est intéressée Alice. Elle fait partie des Haut-Parleurs. Les Haut-Parleurs, c'est une chaîne des jeunes reporters citoyens, des jeunes francophones à travers le monde. On regarde le clip qu'elle nous a envoyé. C'est certain que nous,
On est obligé de mener des actions comme ça de désobéissance parce que sinon, on se fait jamais entendre. Et donc c'est en faisant ça qu'on espère faire bouger les choses. Je vais désobéir quand même, j'irai à Bruxelles et j'irai manifester tant qu'on n'obtiendra pas quelque chose de vraiment conséquent. Salut, c'est Alice en Belgique. Ici, depuis le début de l'année, des milliers de jeunes sèchent les cours tous les jeudis parce qu'ils manifestent pour le climat. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! L'idée, c'est de désobéir pour faire réagir les politiques, les médias. Parmi ces milliers de jeunes, on a rencontré Augustin. Il vient tout juste d'avoir 18 ans. Son modèle, c'est la Suédoise Greta Thunberg. Et malgré l'interdiction de son école, il a décidé de manifester. Pourquoi est-ce qu'on se forcerait à aller à l'école pour apprendre des choses qui nous serviront à rien si de toute manière rien n'est jamais fait pour faire bouger les choses concernant le climat? En le faisant un dimanche, ça perd tout son sens de dire on fait ça pendant notre temps libre, oui c'est bien, mais sauf que ça dérange personne. Si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut faire quelque chose qui dérange, il faut faire des actions de désobéissance civile, et donc c'est pour ça qu'on fait ça pendant nos heures de cours. Qu'est-ce qu'elle en pense, ton école? Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes profs, ton directeur? Ils comptent bien appliquer le règlement à la lettre et ne plus rien laisser passer. Donc oui, c'est sûr que ça nous dérange un peu parce que du coup on peut plus faire ce qu'on veut, mais bon, ça rend l'action d'autant plus belle de se dire on désobéit quand même et on le fait quand même. Désobéir pour tenter de se faire entendre, c'est le mot d'ordre du collectif Act for Climate Justice. Leur dernière action ici a pas mal marqué les esprits. Ils ont imprimé un QR code sur des affiches, des autocollants qui permettaient d'envoyer directement un message sur le portable des ministres belges de l'environnement. Oui, parce qu'en Belgique, on a 4 ministres de l'environnement et ces 4 ministres, Caroline, elle comptait bien les réveiller. C'était la légitimité en tant que citoyen d'exiger des mesures concrètes et contraignantes à nos politiques, qui sont en fait les personnes pour qui on vote et qui sont censées nous représenter. C'est une forme de désobéissance civile en fait. Oui, c'est carrément de la désobéissance civile, oui. Une espèce de désillusion quant à nos politiques et donc se dire que signer des pétitions et manifester ne fait pas vraiment bouger les choses parce que on est entendu mais pas vraiment écouté par nos politiques. Et donc ce besoin de passer à l'action face à leur inaction, justement. La désobéissance civile comme moyen de pression sur les politiques, ça a plutôt réussi à Adélaïde. Elle est l'une des porte-paroles du mouvement des jeunes Belges qui manifestent pour le climat. Elle a rencontré plusieurs responsables politiques. De quoi réellement faire bouger les choses? On lui a posé la question. Je pense qu'ils nous écoutent parce qu'ils nous accueillent et ils veulent entendre ce qu'on a à dire. Après, je pense qu'ils ne nous comprennent pas vraiment parce qu'on demande beaucoup plus d'action et beaucoup moins de blabla et on demande qu'il y ait des débats entre les politiciens et les scientifiques. On est des jeunes, on n'est pas formés, donc on ne va pas amener la solution idéale. Faire des réunions avec nous, c'est très bien pour faire passer notre message. Mais après, il faut aller plus loin et se dire ok, maintenant, on a entendu le message, on a compris, on va travailler avec ces experts. Et nous, on a besoin d'être rassurés et on n'est pas rassurés avec des blablas de politiciens. Ces dernières manifs mobilisent un peu moins de jeunes. Il faut dire que certaines écoles qui étaient plutôt laxistes, plutôt ouvertes au départ, ont décidé depuis de resserrer la vis. Malgré ça, ils sont toujours plusieurs milliers dans les rues chaque jeudi. Et ces jeunes comptent continuer à manifester chaque semaine jusqu'aux élections belges et européennes de mai prochain. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et nous sommes toujours avec Jean-Marie Cavada. Alors ces jeunes qui disent qu'ils sont obligés de faire de la désobéissance civile parce qu'ils ont perdu leurs illusions sur les politiques. Vous pensez quoi de ces jeunes? D'abord, je vais dire une chose qui me plaît beaucoup. D'abord, ils sont beaux, ces jeunes gens. Et puis, deuxièmement, ils sont militants. Et de quoi l'Europe est-elle malade? De quoi cette langueur, d'où vient-elle? Elle vient du fait, et en ceci, les peuples n'ont pas toujours raison, et vous allez en convenir, que dans beaucoup de pays, quand il y a des élections européennes, il n'y a pas un électeur sur deux pour aller voter.
En France, c'est 43-45%. Il y a beaucoup de pays qui sont dans cette moyenne-là. Comment voulez-vous qu'il y ait un élan politique contraignant qu'une épée exigeante soit dans les reins des responsables si la moitié des gens s'en fichent et le samedi ou le dimanche, les pieds sur le canapé, un pack de bière, regarde le match de foot et l'Europe, on verra une autre fois. Ça ne va pas, cette affaire. L'Europe est une affaire, d'ailleurs, M. Popovic, tout à l'heure, le disait très bien, nos pauvres petits pays. La Belgique semble être encore plus petite, bien sûr, mais même la France, 66 millions d'habitants de la mondialisation, et dans une mondialisation financiarisée, c'est-à-dire où tout est évalué à l'aune de la finance et remonte vers le dessus, non pas vers le bas, ni un partage qui soit équitable. Eh bien, il faut secouer ça, il faut que les citoyens se lèvent et disent l'Europe, c'est notre patrie de protection. Ça ne m'empêchera pas d'être un bon patriote belge, un bon patriote espagnol, un bon patriote hongrois. Tiens, par exemple, M. Orban, ça lui ferait du bien de raisonner un peu là-dessus. Et bien, l'unité de protection et de développement de prospérité et de paix, c'est l'Europe. Je vais me lever et aller voter. Alors, je comprends bien que vous êtes d'accord avec ces jeunes, puisque vous les trouvez beaux. Il y a donc ces jeunes pour le climat. Il y a aussi les Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, c'est la même chose, c'est le même réveil citoyen, ou vous mettriez ces deux mouvements en opposition? C'est certainement et de loin la même chose, mais pour ceux qui sont moins jeunes, je voudrais faire un tout petit rappel. Dans l'école des ultralibéraux de Chicago, on avait fait la chose suivante. La financiarisation de l'économie d'abord, abolir toutes les barrières mondiales deuxièmement, et troisièmement, le tassement des salaires. Aux États-Unis, ça a commencé comme ça il y a 30 ans. Les salaires n'augmentaient pas beaucoup ou peu. Et donc, comme on a besoin de soutenir l'économie intérieure d'un pays par la consommation, qu'est-ce qu'on a fait puisqu'on n'augmentait pas le pouvoir d'achat? On les orientait vers le crédit. Vous avez vu en 2008 ce que ça a donné, des milliers et des dizaines de milliers de gens qui sont jetés hors de chez eux parce qu'ils étaient en train de payer le crédit de leur maison. Ensuite, la Grande-Bretagne, le Brexit s'explique largement comme ça, même si ce n'est pas tout. La France, c'est la même chose. Et vous voyez un peu partout en Europe une sorte de mouvement profond contre cette façon de conduire l'économie mondiale et donc, je dirais, de prendre les peuples en otage. Et ceci est en train de bouger. On verra ce que ça donnera. Est-ce que ce n'est pas l'Europe qui est responsable de ces mouvements sociaux? C'est elle qui a imposé l'austérité, qui ne fait plus rêver? L'Europe n'a pas imposé l'austérité, contrairement à ce que tout le monde dit et qu'on avait beaucoup bêlé, braillé à propos de la Grèce. C'est la Grèce qui s'était noyée elle-même dans ses défauts et ses déficits. Alors, on a été sévère, à mes yeux, trop sévère avec la Grèce. Mais elle devait faire l'effort de rentrer dans une organisation économique qui tient la route. Elle l'a fait. M. Tsipras, qui avait promis n'importe quoi dans sa campagne électorale, a fait un virage de 180 degrés. Et c'est un homme d'État. Il a sorti le pays de la très grande difficulté. On lui a un petit peu tordu le bras. On lui a tordu le bras parce qu'il réclamait l'aide de gens qui lui ont tordu le bras. Si vous ne voulez pas qu'on vous torde le bras, il ne faut pas demander de l'aide. Donc, on était trop sévère et Mme Merkel a mis trop longtemps. 9 mois à décider, c'était trop. Mais sur le principe, je n'ai rien contre. En revanche, les peuples se réveillent, se révoltent parce qu'ils disent, et au fond, ils nous disent, ça suffit maintenant ce laxisme, ça suffit ce manque de justice sociale et ces privilèges fiscaux. Et ils ont raison. Ça suffit de signer des accords sur le climat et de ne pas les appliquer. Et si un pays applique l'accord sur le climat et que les autres ne le font pas, ça ne sert à rien. On voit qu'il y a une mondialisation du mécontentement. Alors, on voit les citoyens qui manifestent dans les rues, mais ils manifestent aussi parfois dans les urnes. Et on l'a vu en Italie, parfois ça porte au pouvoir des partis d'extrême droite. L'extrême droite qui marque aussi des points dans d'autres pays, comme l'Allemagne, la Suède. Ça vous fait pas peur? Ça ne vous inquiète pas? Il va ressembler à quoi, le Parlement européen, après le 26 mai? On ne perd que les batailles que l'on n'engage pas, je l'ai dit. Par conséquent, il faut maintenant se mettre en route pour lutter contre ça. Lutter, c'est deux choses. Expliquer en quoi l'absence d'Europe serait un drame pour tous les peuples de tous les pays membres de l'Union, tous, sans exception, même la riche Allemagne actuelle, qui ne sera pas riche si longtemps que ça. Mais deuxièmement, l'Italie, il faut regarder avec un peu plus, je dirais, une loupe un peu plus bienveillante. Si vous faites un sondage, comme le Corriere della Sera le fait régulièrement, et encore il y a une quinzaine de jours, et que vous demandez aux Italiens, êtes-vous favorable à l'Europe? Réponse oui, entre 65 et 67 %. Êtes-vous favorable au maintien de la monnaie italienne dans l'euro? Oui, aux alentours de 62 ou 63 %. Question subsidiaire. Comment se fait-il que ces gens qui sont nettement pro-européens, d'ailleurs fondateurs, se sont donné des extrêmes comme gouvernants? Parce qu'ils nous font payer un défaut. C'est-à-dire, on n'a pas écouté M. Juncker quand il proposait des quotas pour répartir les migrants. On a laissé ça sur le dos des Italiens. On paye la facture. C'est nous les responsables de l'arrivée de M. Salvini et de M. Di Maio. Emmanuel Macron, dont vous êtes assez proche, a dit, je le cite, qu'il voudrait prendre la tête des progressistes en Europe contre les eurosceptiques. Il n'y a pas d'autre alternative. Écoutez,
Le mérite de cette situation dangereuse, comme vous l'avez dit, vous, monsieur et vous, madame, c'est qu'on va bien voir qui est pro-européen et qui ne l'est pas, qui est contre l'Europe. Les eurosceptiques, c'est une sorte de pruderie de jeunes filles qui n'osent pas dire que l'on parle à des gens qui ne veulent pas finir la construction de l'Europe. Et si on ne finit pas la construction d'un État, il n'y a pas d'État. Sur les questions régaliennes, il n'y a pas d'État européen. Sur la défense, on a du mal à commencer. Sur l'immigration, on n'a pas de doctrine commune. Sur le contrôle des frontières, ce n'est pas encore fini, alors que ça fait 15 ans qu'on en parle, etc. Donc il faut maintenant un accélérateur. J'espère que la peur sera un accélérateur pour finir la construction de l'Europe. Jean-Marie Cavada, merci d'être venu au bar de l'Europe. Je vous offre un badge du gang des vieux en colère. Alors, je ne sais pas si vous allez le recevoir. Mais vous l'offrirez peut-être. Non, parce que je ne suis pas en colère, je suis orgueilleux et méchant quand on se juge mal. Et je suis suffisamment jeune pour avoir cette énergie. Vous ne voulez pas marquer ici future vie en colère? Merci. On le fera. Merci d'être venu au bar de l'Europe. Et rassurez-vous, il y a encore des citoyens européens qui aiment l'Europe. Paradoxe, c'est en Grande-Bretagne que Gilles Le Suisse les a rencontrés. Gilles Le Suisse, un citoyen reporter neutre. Regardez. Ma chère maman, j'ai décidé de m'offrir des petites vacances à Londres avant le fameux Brexit. Dans moins d'un mois, la Grande-Bretagne ne fera peut-être plus partie de l'Europe. Dans la capitale, de nombreux Anglais voudraient rester dans l'Union. Parmi eux, une jeune femme s'est inventé un personnage, Supergirl Europe. Comment as-tu inventé ce personnage? Parce que le Brexit, c'est un désastre. La Grande-Bretagne a besoin d'être sauvée. Qui peut venir à sa rescousse? Une super-héroïne, bien sûr. Madeleina me propose de me rendre à une manifestation. Mais avant, elle me maquille aux couleurs de l'Europe. Même sa chienne doit se préparer. Ça signifie les animaux aiment l'Europe. C'est joli. Tiré par la chienne de Supergirl Europe, nous marchons jusqu'aux abords du palais de Westminster. Cet imposant bâtiment abrite le Parlement britannique. Vous venez chaque semaine, plusieurs fois. Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est vital que ce drapeau flotte devant le Parlement pour leur rappeler chaque jour l'importance de rester en Europe. Nous serons ici jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment. Une dame m'explique qu'elle est diabétique et que son insuline vient du Danemark. Elle craint de ne plus recevoir ses médicaments si les frontières venaient à se fermer. Oh, c'est pas seulement pour le diabète, il y a aussi les médicaments pour l'épilepsie. Ce sont les médicaments de traitement qu'on ne peut pas interrompre. Si une personne meurt, ça ne vaut pas le coup. On est ici, on a l'air un peu stupide avec notre maquillage et notre chien. Mais pour certains, c'est une question de vie ou de mort. Mais vois-tu maman, même si cette crainte est sans doute exagérée, elle dévoile l'attachement de la population britannique à son système de santé gratuit, le fameux NHS. Lors des dernières élections, celui-ci figurait parmi les priorités de la population avant l'économie et l'emploi. Un sentiment utilisé par les partisans du Brexit, ils ont prétendu que la Grande-Bretagne allait récupérer chaque semaine 350 millions de livres. Cette somme serait utilisée pour refinancer le NHS. Au lendemain du référendum, les pro-Brexit ont dû admettre qu'ils avaient trompé l'opinion. Non seulement le Royaume-Uni ne payait pas chaque semaine 350 millions de livres à l'Union, mais en plus l'économie ainsi réalisée ne pourrait pas être injectée dans le NHS. Les slogans anti-Brexit se voient de loin à Londres. Dans le quartier de Lambeth, cet immense panneau d'affichage fait face aux rails du métro. Comme j'ai envie de comprendre ce que signifie l'expression « Bollocks to Brexit », je vais à la rencontre de son propriétaire. Bonjour. Je peux rentrer? Je ne suis pas sûr. Qui êtes-vous? Je fais la connaissance de Charlie Mullins, un plombier millionnaire qui ressemble furieusement à Rod Stewart. Que signifie Bollocks?
Ce que ça signifie? À quelle heure passe votre émission? Ça signifie exactement ça. Brexit de mes couilles. On n'est pas content du Brexit. Alors on a mis un panneau géant sur le toit. 1 million de passagers de métro le voient chaque semaine. Chez Charlie, même la déco est anti-Brexit. Évidemment, tu comprends ce que ça signifie. Nous sommes dans la Brexmerde. Mais tu as envie d'ouvrir cette cuvette, n'est-ce pas? Je peux? Comme tu veux, c'est ton problème. Imagine-toi assis dessus. Ce businessman a commencé comme simple plombier à 15 ans. 40 ans plus tard, il est multimillionnaire et dirige une entreprise de 450 employés. Beaucoup de ses clients partagent ses opinions anti-Brexit. Nous travaillons beaucoup plus depuis que nous avons mis ce grand panneau. C'est parce que 70% des propriétaires désirent rester en Europe. Si nous quittons l'Europe, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Nous allons perdre des employés d'autres pays européens. Ils vont devoir rentrer chez eux. Mais tu sais, maman, cet enthousiasme de certains Britanniques ne doit pas cacher la réalité des choses. Aujourd'hui, seuls 42% des Européens disent avoir confiance en l'Union. En France, au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne, cette confiance est encore plus basse. L'Europe absente de plusieurs grandes interrogations citoyennes, comme les marches pour le climat où ne figure aucun drapeau européen. Et cette autre grande protestation, celle des Gilets jaunes, elle est loin de se revendiquer de l'Europe actuelle. Pourtant, parfois l'Europe sert encore de recours. En Hongrie, les opposants au régime se revendiquent ouvertement de l'Union et ils manifestent, drapeau européen en tête. De quoi mettre du baume au cœur des responsables de Bruxelles. Voilà maman, j'aurais visité Londres juste avant le Brexit. Comme personne n'arrive à prévoir la suite, je ne peux que souhaiter good luck aux Anglais. Cuici ton fils, Gilles. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et je vous présente Ernest Urtasun. Vous avez 37 ans, vous êtes un des plus jeunes députés européens ici à Bruxelles. Vous êtes espagnol, membre d'un petit parti vert en Catalogne. Alors, on l'a vu, hein, le citoyen européen veut avoir son mot à dire aujourd'hui. Vous, parmi les Verts, vous êtes très attentif à la consultation citoyenne. Est-ce que le référendum, par exemple, c'est un bon moyen de donner la parole aux citoyens? Est-ce qu'il faudrait le généraliser, même si ça tourne parfois autrement que ce qu'on ne voudrait, comme avec le Brexit? Je pense que le référendum est un instrument très très important, mais ce n'est pas le seul. Hein. Bon, je pense tout d'abord on a tous les procédures de la démocratie parlementaire qui restent bien sûr très très importantes. Mais il faut innover. Moi je suis tout à fait convaincu de ça. Les gens ont de plus en plus envie de dire leurs mots, et particulièrement à Bruxelles. Il faut quand même trouver des manières de leur permettre d'exprimer leur voix. Alors le référendum peut être une voie. Au Royaume-Uni, le référendum sur le Brexit s'est très mal passé, c'est vrai. Mais moi, le problème, ce n'est pas tellement l'instrument, mais la dynamique politique qui a été créée alentour de ce référendum. Moi, ce qui m'embête du Brexit, c'est plutôt d'avoir créé un débat public sur l'Europe absolument séquestré par la dimension migratoire et avec des partis politiques comme l'UKIP qui ont voulu faire la campagne contre l'immigration et contre la libre circulation en Europe. C'est ça qui m'a embêté, pas tellement l'instrument. On aurait pu avoir une autre dynamique politique, un débat dans des termes complètement différents, l'instrument aurait été valide. Donc ça dépend. Mais après, à Bruxelles, il faut bien sûr, dans le cadre de l'Union européenne, penser à améliorer les mécanismes de participation. Et par exemple, nous avons l'initiative citoyenne européenne qui permet aux citoyens de rassembler 1 million de signatures pour demander à la Commission européenne d'initier une législation. C'est pas facile d'y arriver. Non, c'est pour ça, et je voulais tout à fait mentionner ça. Je pense que l'initiative citoyenne européenne, aujourd'hui, elle est trop compliquée. Il faut avancer vers une simplification pour permettre que d'autres initiatives arrivent à Bruxelles avec plus de facilité. Parce que justement, le référendum dans votre pays, on connaît aussi quelque part, parce qu'il y a quelque temps, c'est la Catalogne qui a demandé à pouvoir s'exprimer via un référendum, et là, Madrid a dit non. Vous en pensiez quoi, vous, à ce moment-là ?
Nous étions favorables au référendum. De la même façon que l'Écosse a pu voter, nous étions favorables à ce que la Catalogne puisse faire un référendum aussi. C'est un choix démocratique que les Catalans puissent avoir. Bon, bien sûr, de mon point de vue, moi qui est un fédéraliste, aussi je pense qu'un arrangement fédéral entre la Catalogne et l'Espagne serait le mieux. Un référendum, ça serait bien de poser la question, bien sûr, indépendance oui, indépendance non. Mais moi, par exemple, les fédéralistes catalans, nous aurions aussi voulu d'avoir aussi le choix de pouvoir voter une nouvelle relation fédérale entre la Catalogne et l'Espagne, n'a pas à avoir à choisir entre le status quo et l'indépendance. Donc c'est pour ça que quand je dis que le référendum est un bon instrument, absolument, on a toujours le défendu, mais il faut aussi voir quel genre de dynamique. Donc par exemple, moi, pour la Catalogne, j'aimerais beaucoup que les gens qui puissent s'exprimer pour l'indépendance puissent le faire, ceux qui veulent voter contre aussi, mais aussi ceux qui veulent voter comme moi pour une nouvelle relation entre la Catalogne et l'Espagne puissent s'exprimer, par exemple, pour une nouvelle relation fédérale. Donc un référendum, absolument oui. Après, il faut voir comment on crée les conditions pour bien le faire. On parle beaucoup de réveil citoyen. L'Espagne a été précurseur il y a quelques années avec les indignés. Comment tenir compte de ces mouvements sociaux ? Alors, bon, tout d'abord, je pense que la dynamique des mouvements sociaux et la dynamique des partis politiques sont deux dynamiques qui ne doivent pas nécessairement toujours converger. Chacun a leur rôle à jouer. Moi, je pense que les mouvements sociaux ont le rôle de catalyseur, de créateur d'état d'esprit dans l'opinion publique. Et après, le rôle des partis politiques, c'est de réagir à cela. Et je pense que ce qui s'est passé en Espagne, par exemple, c'est que le mouvement des indignados a changé complètement la culture politique qui existait dans le pays et a obligé les partis politiques à changer certaines pratiques. Par exemple, la primaire est généralisée dans les partis politiques en Espagne parce que c'était une demande de plus de démocratie. Ce qu'on appelle en anglais les revolving doors, c'est-à-dire, je ne sais pas le mot en français exactement, mais qu'un responsable politique passe du privé au politique avec des conflits d'intérêts parfois, ce qui a été quelque chose de très grave en Espagne dans les dernières années. Ça a beaucoup changé aussi grâce aux indignados. Donc je pense que ce que les partis politiques doivent faire, c'est de bien tester, de bien comprendre quels sont les changements culturels dans la dynamique politique que les mouvements demandent. Et je suis convaincu que les Gilets jaunes et les manifestations des jeunes, par exemple, pour le climat, auront un impact dans la vie politique de nos pays. Je suis convaincu que dans les prochaines années, vous allez entendre les partis politiques parler de changement climatique beaucoup plus de ce qu'ils ont fait dans les dernières années. Alors, on voit aujourd'hui une montée des partis eurosceptiques et même d'extrême droite, y compris en Espagne, avec le parti Vox en Andalousie. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Et comment vous voyez le futur Parlement européen ici, après les élections de mai 2019 ? Non, ça nous fait peur, bien sûr, et il faut absolument qu'on mène le combat contre ces forces. Moi, ce qui m'inquiète le plus de l'émergence de l'extrême droite, ce n'est pas les élus qu'ils ont, parce que finalement, dans le cadre de l'Espagne, par exemple, ces élus sont très minoritaires encore, mais l'impact que leur apparition a eu dans le discours des partis démocratiques. Ça m'inquiète de plus. Donc de voir les populaires en Espagne, par exemple, faire des discours sur l'immigration qu'on n'avait jamais vu dans les... Vous voulez dire que les idées d'extrême droite se propagent aux partis traditionnels ? Aux partis traditionnels. Ce qui fait, en fait, parce que parfois les populaires en Espagne ont l'impression qu'en adoptant l'agenda de l'extrême droite, comme ça, c'est une stratégie pour éviter leur croissance. Et c'est complètement faux. Quand quelqu'un adopte l'agenda de l'extrême droite, en fait, il renforce celui qui, originellement, a mis une certaine proposition ou idée sur la table. Et en fait, on a vu ça dans plusieurs pays de l'Europe. Quand les partis traditionnels essayent de faire face à l'extrême droite en adoptant leur agenda, ils font l'extrême droite encore plus grande. Et en fait, en Espagne, avec Vox, c'est ce qui s'est en train de passer, et ça m'inquiète. Maintenant, c'est vrai que Vox a marqué des points avec un programme sur l'immigration, et tout un temps, on se disait, tiens, ici, en Europe, le prochain scrutin européen, ce sera peut-être un référendum pour ou contre les migrants. Et puis, depuis quelques semaines, vous l'avez dit vous-même, en Belgique, les jeunes pour le climat, on se rend compte que la thématique environnementale semble intéresser les Européens. Ça, je suppose que ça vous fait plaisir. Absolument, ça me fait très très plaisir en tant que Vert de voir que la dynamique environnementale et de voir aussi des partis qui n'avaient jamais parlé d'environnement en ce moment-là parce que les jeunes se mobilisent. Ils sont en train de prendre le sujet au sérieux. Même, on vient maintenant d'avoir un débat avec des candidats à la Banque Centrale Européenne, même eux, qui vont être les chargés de développer les politiques monétaires, commencent à parler de comment la politique monétaire et les politiques de la BCE peuvent être alignées avec le traité de Paris. Donc c'est très important. On en parle, mais est-ce que pour autant ça sera suivi des faits? Parce que c'est ça le... C'est tout l'enjeu. Hein. Nous, en fait, on a toujours dit qu'en ce moment-là, par exemple, les compromis qui ont été mis en place dans le cadre de l'Union européenne et par les États membres de réduction des émissions à effet de serre
d'efficacité énergétique, etc., sont insuffisants pour essayer d'éviter que l'augmentation de la température aille au-delà des 2 degrés, qui est l'objectif du traité de Paris. Et il faut plus d'ambition. Et maintenant, moi, je suis très, très content de voir que les mobilisations que vous avez vues ici en Belgique se tiennent aussi en Allemagne, se tiennent en France. Oui, ça fait tache d'encre. Oui, en Barcelone, même le week-end dernier, on a eu une manifestation extraordinaire, non? Donc, c'est très, très positif. Et à part ça, il y a aussi une autre dynamique sur laquelle je me réjouis, c'est de voir dans certains pays comme des partis qui défendent les immigrants, qui défendent les réfugiés, augmentent leur popularité et leur poids électoral. On a vu ça, par exemple, avec les Verts en Allemagne, où maintenant, avoir une position de principe de défense des droits de l'homme vis-à-vis de l'immigration, ça a aussi des avantages électoraux, ce qui est une nouveauté en Europe et c'est aussi très, très important. Merci Ernest Urtasun d'être venu vous accouder au bar de l'Europe et on va essayer de décoder encore un petit peu mieux ce réveil citoyen. Esmeralda Labi, vous avez rencontré une spécialiste des mouvements sociaux, elle s'appelle Amandine Crespi. On regarde. Amandine Crespi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici, place du Luxembourg, à Bruxelles, sous un beau soleil et au pied du Parlement européen, parce qu'évidemment, on va parler d'Europe. Vous le savez, les Britanniques se sont exprimés dans les urnes, ils ont choisi de quitter l'Union européenne. Depuis quelques mois, les Français s'expriment aussi dans la rue, au rond-point. C'est le fameux mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut dire que chez les uns, comme chez les autres, il y a là une question de pouvoir d'achat? Très clairement, la question sociale s'exprime de manière très aiguë à travers différents mouvements dans différents pays européens. Le pouvoir d'achat était vraiment au centre des revendications du mouvement des Gilets jaunes. Dans le cas du Brexit, c'est sans doute un peu plus diffus. Alors, j'aime pas tellement l'expression pouvoir d'achat. Je crois que ce que beaucoup de citoyens réclament, c'est de pouvoir vivre dignement, en fait, et notamment de vivre de leur travail. On sait que le nombre de travailleurs pauvres est en augmentation constante à peu près partout. Et donc, par rapport à tout ça, très clairement, il y a un ras-le-bol qui s'exprime dans des contextes évidemment très différents. Mais le point commun, c'est sans doute cette volonté des citoyens d'exprimer leur frustration et de reprendre la main en démocratie. Une frustration sans doute par rapport à la démocratie parlementaire telle qu'elle fonctionne. Donc un sentiment que, en guise de représentation, eh bien, on a souvent des formes de confiscation du pouvoir. Le sentiment sans doute que voter une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, et puis déléguer totalement et ne plus avoir son mot à dire pendant des années comme ça. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui. Et donc une volonté des citoyens à la fois de protester contre ce qui ne va pas dans les politiques publiques, donc ces problèmes de pauvreté, de précarité, etc. Et puis aussi, et là c'est sans doute le grand point commun de tous ces mouvements, une contestation par rapport au fonctionnement de la démocratie, une volonté de dire finalement revenons aux fondamentaux. Et notamment aux théories de la démocratie. Le souverain, ça n'est pas l'État, ce ne sont pas les parlementaires, c'est le citoyen. En démocratie, le souverain, c'est le citoyen. Et donc finalement, ces mouvements citoyens, ils ont plus de différences ou plus de points communs? Il y a une revendication des deux côtés à un moment donné. Oui, évidemment, je crois que malgré tout, il y a plus de différences. Dans les marches pour le climat, le mot d'ordre, le message, il est très clair. Il concerne un grand enjeu, qui est l'enjeu climatique. La grande difficulté avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on a du mal à trouver la ligne politique. Donc, en dehors de ces revendications sociales liées non seulement à la précarité, mais aussi aux questions fiscales, aux questions de justice fiscale. Ça, c'est aussi un peu nouveau et c'est extrêmement intéressant parce que je crois que la montée des inégalités cristallise les mécontentements sur le fonctionnement de la fiscalité et donc ça appelle toute une série d'enjeux, notamment européens, notamment globaux. Mais la difficulté de ce mouvement, c'est qu'il agrège des colères
sur ces questions d'inégalité, ces questions de frustration par rapport au fonctionnement du système politique et de la démocratie. Des colères dont le fond idéologique est très très divers, avec des acteurs parfois radicalisés, des gens qui par ailleurs avaient arrêté de voter depuis très très longtemps. Et donc, étant donné que le mouvement lui-même a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des mots d'ordre et à se choisir des porte-paroles qui portent un message univoque, eh bien on voit que ce mouvement est un petit peu dans l'impasse et du coup a du mal aussi à trouver des relais dans le monde politique pour tenter de faire avancer les revendications d'un côté ou d'un autre. Amandine Crespi, merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes toujours à Bruxelles au Parlement européen et on va passer à présent à notre rubrique Parole de citoyens. Et Cécilia Brio nous a rejoint. Vous êtes étudiante à l'école de journalisme de Louvain en Belgique, passionnée par les réseaux sociaux et ça tombe bien. Je vais vous demander si précisément les citoyens qui manifestent dans les urnes ou dans la rue manifestent aussi sur les réseaux sociaux. Oui, c'est exact, Paul. La preuve en image, je ne sais pas si vous connaissez Éric Drouet, c'est l'une des figures de proue des Gilets jaunes. Alors j'ai choisi une vidéo qu'il a postée sur son compte YouTube La France en colère, une vidéo un peu atypique, il est vrai, puisque il appelle les citoyens non pas à manifester dans les rues, mais à se rendre aux urnes pour voter aux européennes. Regardez. Bientôt les élections, on vote quoi? On en reparlera peut-être, on fera un post ou un sondage là-dessus pour qu'on soit tous raccords. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Et faudra qu'on ait tous, par contre, faudra qu'on ait tous le même avis sur qui voter aux européennes. Après, ce serait une question à poser à l'ensemble des Gilets jaunes. Ce serait bien de faire un post là-dessus pour déjà voir ce que la majorité veulent voter. Bon, on verra si Éric Drouet est entendu et si les Gilets jaunes vont voter. Moi, Paul, Cécilia, je vais me lancer. Allez, est-ce qu'il y a des people qui les soutiennent, ces Gilets jaunes? Oui, bien sûr, il y a Brigitte Bardot. Alors, elle est connue, évidemment, pour défendre la cause animale, mais elle est apparue aussi sur les réseaux sociaux avec un gilet jaune sur le dos. Alors, dans une vidéo sur Twitter, elle rend une petite visite surprise à des Gilets jaunes dans le Var. Et alors, justement, ce qu'elle leur a dit, ne lâchez rien, je vous soutiens à fond. Est-ce qu'il y a encore plus fort que Brigitte Bardot? Oui, alors il y a Leonardo DiCaprio. Bon, lui, c'est pas les Gilets jaunes qu'il soutient, c'est plutôt les jeunes qui marchent pour le climat. Bon, on sait qu'il est très investi pour défendre la cause environnementale. Et justement, sur son compte Instagram, il a publié un petit post qui a fait plus d'1 million de likes. Et c'est pas fini. Oui, il y a la crème de la crème. Donc c'est le roi Philippe, le roi des Belges. Comme chaque année, il adresse un discours à la nation. Et dans son dernier discours, justement, il met l'accent sur les mouvements citoyens qui ont un peu secoué l'Europe, les gilets jaunes, les marcheurs pour le climat. Je vous laisse écouter. Les divers mouvements auxquels nous assistons expriment une volonté d'action collective. Ils demandent une nouvelle dynamique économique et sociale plus équitable et une adaptation fondamentale de nos modes de vie afin d'éviter un dérèglement irréversible de notre planète. Alors Cécilia, des manifestants, des citoyens qui ont un soutien royal, mais ces citoyens risquent aussi de manifester d'une certaine manière dans les urnes, notamment aux prochaines élections européennes. Ça ne fait pas très peur ici au Parlement européen où nous sommes? Si, ça fait très peur au Parlement européen. C'est pour ça qu'ils multiplient les initiatives, les entreprises de séduction sur les réseaux sociaux, parce que le Parlement européen, il craint un taux d'abstention comme en 2014 qui était de 57%, ou alors des bulletins de vote qui vont conforter les eurosceptiques. Alors c'est pour ça qu'il a mis en place une campagne de communication. Par exemple, il existe un site internet qui s'appelle « Ce que l'Europe fait pour moi ». Moi, par exemple, je suis bretonne. Je suis donc allée voir ce que l'Europe faisait dans ma région, dans la Bretagne. Bon, c'est pas très glamour parce qu'on tombe sur un site internet avec des dossiers, des graphiques. C'est pas très glamour. C'est pas sûr que c'est un site à voter, quoi. Non, mais alors il y a une autre initiative qui est aussi un site internet
2017 et qui s'appelle « Cette fois, je vote ». Il y a aussi une page Facebook. Et alors, le but, c'est un site qui est à destination des jeunes Européens qui doivent voter pour les européennes. Donc, sur la page Facebook, il n'y a que 89 likes. C'est pas beaucoup, mais il reste encore 3 mois avant les élections européennes. Cécilia, merci d'être venue au bar de l'Europe, un bar qui va se refermer. Et si vous voulez revoir en tout ou en partie cette émission, Esmeralda? C'est tout à fait possible puisqu'il y a 2 sites à vous conseiller, celui de la RTBF, rtbf.be, et celui de TV5 Monde. Et puis on espère évidemment avoir des milliers, que dis-je, des millions de likes, de vues et autres. On se retrouvera tout prochainement pour un nouveau numéro du Maxi Bar de l'Europe, consacré bien sûr aux futures élections européennes. Merci d'être de fidèles clients du bar.